La décroissance, alors, c'était la décroissance, moi, ça me paraissait, pendant longtemps, bon, bah, j'étais un peu dans une espèce de choses pas très clarifiées en moi. Tout ce que je savais, c'est que vivre sobrement m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, beaucoup de bien. C'est pour ça que il y a un chapitre, et moi, pour moi, c'est pas, je saisis pas une opportunité pour te parler de la décroissance. Intuitivement, je sentais que c'était ce qu'il fallait pour avoir une sorte de bonheur. Et il y a un chapitre dans du Sahara aux Cévennes qui traite de la pauvreté en tant que valeur de bien-être. Il ne s'agit évidemment pas de misère. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'avoir ce qui est nécessaire. Mais quand on a ce qui est nécessaire et qu'on a répondu à ses besoins, eh bien, nous avons de la liberté et de l'espace pour autre chose. Et chez nous, on a toujours fait de la musique, par exemple, parce que si on avait accepté ce qu'on nous disait, produisez plus, etc., on n'aurait jamais pu avoir une vie, disons, autre. On aurait consacré notre temps à produire et au détriment d'être vivant. Parce que dans le système où nous sommes, plutôt que de se poser la question s'il existe une vie après la mort, bientôt on va se demander s'il y a une vie avant la mort. Parce que qu'est-ce qu'on appelle vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que vivre? Est-ce qu'un être humain, il est né simplement pour produire et consommer jusqu'à la fin de ses jours? Ou est-ce qu'il est né pour s'épanouir, pour intégrer tout ce qui lui est nécessaire pour être heureux dans la vie? Et voilà, pour moi, je ne peux pas transiger là-dessus. Donc ça ramène aux théories de la décroissance. La théorie de la décroissance de Rögen, par exemple, eh bien, c'est le seul économiste qui mériterait le prix Nobel, parce que lui, il parle vraiment d'économie. Les autres ne parlent pas d'économie, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu un système moins économe que ce que nous appelons aujourd'hui l'économie. Jamais. Jamais il y a eu un système qui a autant dissipé, autant détruit, autant épuisé, etc. On appelle ça économie. Donc c'est en contradiction avec les règles mêmes de ce qu'on appelle l'économie, que la nature d'ailleurs nous démontre parfaitement, parce qu'elle n'a pas de poubelle, elle ne crée pas de déchets, tout ce qu'elle crée organique. Et que devrait être l'économie? L'économie, c'est une discipline noble dont l'objectif est de permettre au plus grand nombre d'acquérir les biens nécessaires à la vie. Aujourd'hui, on est loin du compte, parce que pendant que d'un côté, on a cette croissance économique, de l'autre côté, il y a 2 milliards d'individus sur la planète qui sont en survie. Ils n'ont pas suffisamment de nourriture, suffisamment d'eau potable, etc. Donc quand Rögen arrive et dit, bon, on va appliquer la croissance économique, parce que la croissance économique procède du tout au plus illimité sur une planète qui est limitée, il n'y a rien de plus simple à comprendre. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile à comprendre. On a proposé la décroissance en allant contre le principe de croissance sans limite pour dire il faut maintenant engager un processus. Il y avait eu halte à la croissance du Club de Rome, qui s'accompagnait d'un point d'interrogation d'ailleurs. Et puis Rögen, il a bien vu que toujours plus, ensuite vient l'empreinte écologique qui vous dit que si chaque habitant de la planète voulait vivre comme l'Américain, il faudrait cette planète, etc. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence, la lucidité devrait nous faire comprendre que ce vaisseau Terre n'est pas en mesure de reproduire les ressources à la vitesse dont les consomme 1/5 de l'humanité. Avec les pays émergents, évidemment, ça va. Le club des voraces va arriver. Donc, il n'y a rien de plus logique que ça. Seulement, c'est très difficile à faire comprendre par la voie stricte de l'économie et du langage conventionnel. Le langage conventionnel d'aujourd'hui, du politique, c'est de dire il n'y a pas de salut sans la croissance. Alors, comment amener un discours qui dit mais non, la croissance n'est pas la solution, mais le problème. Comment faire comprendre que c'est le problème? Et à des gens qui sont convaincus d'un précepte, d'un dogme absolu, que sans la croissance, on ne peut pas évoluer.
Donc j'ai renoncé plutôt à ces discours, bien que j'ai essayé de l'expliquer, et puis il y en a qui le comprennent bien sûr. Et puis j'ai choisi la sobriété heureuse parce que finalement ça me paraît s'adresser non pas d'une façon générale à un système, mais à une personne. Par la sobriété, je peux être heureux, et c'est vrai. Donc à partir de ce moment-là, comment finalement ce que je perds soi-disant sur l'avoir, je le gagne sur l'être. Et or, aujourd'hui, nous sommes dans l'avoir et pas dans l'être. C'est ça ce que j'appelle l'aliénation, c'est que cette aliénation fait que nous n'avons pas le temps d'être. Alors, on existe. Voilà. On est existant, mais on n'est pas vivant. Et c'est une différence. L'existentialisme, c'est la philosophie de l'existentialisme, c'était ça. C'est-à-dire que je suis présent au monde, voilà. Alors peu importe, je suis peut-être une mécanique biologique, j'en sais rien, mais je suis existant, mais je ne suis pas dans l'être profond. Et c'est pour ça que, pour moi, sobriété heureuse s'accompagne avec, je réponds à mes besoins, et puis j'ai le temps, mon épanouissement. Et en limitant, en m'auto-limitant, non seulement je trouve une certaine joie, mais en plus, ça intègre la notion de limiter l'épuisement de la ressource, ça intègre l'équité, parce que dans le mécanisme international, évidemment, il y a la boulimie d'un côté et l'insuffisance de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a, moi je trouve que c'est un système anthropophagique, c'est-à-dire que je bouffe les autres, je leur interdis de vivre, ou je leur confisque leur capacité à vivre par mon excès. Donc ça intègre quelque chose qui a de la beauté, il y a de l'équité. Et c'est un peu pour ça que de la décroissance soutenable, je suis passé à la sobriété heureuse.